Franck Bartelt, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter Le Fémur de Rimbaud, un roman qui vient de paraître aux éditions Gallimard et qui est en réalité un conte rocambolesque et légèrement immoral qui narre l'histoire de Majezu Monroe et Noam Parker, dont une histoire d'amour qui va se transformer en guerre conjugale dès lors qu'un héritage de grande ampleur sera en jeu. Alors, cette histoire, elle est racontée par Majezu Monroe en personne, le héros de l'histoire, qui ne fait pas... Qui a Monroe comme nom, mais qui ne fait pas partie de la même famille que Marilyn, mais qui, comme il nous le dit dès la première phrase du livre, n'est pas n'importe qui. Alors, comment est-ce que ce personnage haut en couleur s'est emparé de votre plume ? Je n'oserais pas dire que c'est complètement autobiographique, mais mettons que c'est moyennement autobiographique. Parce que j'aurais bien aimé être comme ça. J'ai une espèce de passion pour les mythomanes. Donc je les étudie depuis des années, et j'en ai surtout eu quelques-uns dans mon entourage qui étaient vraiment des cas. Et j'aime beaucoup ça, je les observe sur les marchés. Vous savez, il y a des camelots, des casseurs d'assiettes, des gens qui vous vendent des produits miracles, des poils qui n'attachent pas, etc. Et ça, j'aime bien ces gens-là parce qu'ils ont un côté comédien et ils ajoutent une touche de merveilleux. Vous savez que j'étais un grand spécialiste du téléachat, par exemple. Parce que le téléachat, c'est le conte de fées moderne. Tout marche formidablement, on a des pommades pour être jeune, on a des crèmes pour nettoyer la voiture, on a des perceuses qui percent, ce qui n'est pas le cas de toutes les perceuses qu'on achète dans le commerce. Et j'aime bien ce monde un peu mensonger, mais mensonger pour la bonne cause, vous voyez, pour la cause du bonheur universel. Or, Majezu est tout de même plutôt un personnage qui essaye de rendre les gens heureux. D'ailleurs, il le dit, il essaye de réaliser le rêve des femmes. Et les femmes ne sont malheureuses quand elles découvrent le mensonge, elles sont malheureuses qu'à la fin. Mais c'est déjà bien d'avoir vécu une très belle histoire d'amour, et puis de s'apercevoir qu'à la fin, des années plus tard, que c'était du pipeau. Pardon pour le mot. Pipeau. Alors le fémur de Rimbaud, c'est un objet que Majezu Monroe pourrait vendre dans sa brocante, parce qu'il est en effet brocanteur, mais dans une brocante spécialisée dans l'objet unique. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de son métier ? Oui, c'est un vendeur de merveilleux, c'est un vendeur d'illusions. Mais ça s'appelle le fémur de Rimbaud parce qu'il y a un petit texte de Rimbaud qui s'appelle, où il dit mon fémur, c'est mon fémur que je bistourne. Je l'ai marqué en exergue pour bien montrer que j'avais quand même des références. Et le premier mot de ce petit texte, c'est menti. Menti sur mon fémur. Et donc, c'est un livre sur le mensonge. Mais sur le mensonge assumé, le mensonge déterminé, résolu. La littérature, c'est une forme de mensonge aussi. Moi, je mettrais ça, je classerais ça plutôt quasiment dans la littérature fantastique. Alors que c'est très réaliste par moments, mais c'est quand même une espèce de sublimation de la banalité. C'est comment faire avec des coquilles d'œufs ou des choses comme ça, leur donner une histoire qui les rend précieux. D'ailleurs, il a une boîte à secrets où il explique une boîte à secrets sans secret, ça se vend au prix de la boîte. Mais si elle contient un secret, ça se vend au prix du secret. C'est un très bon commerçant. Alors oui, c'est un très bon commerçant. Et quand on donne la parole pendant tout le livre, puisque c'est le seul personnage qui s'exprime dans le livre à un mythomane, est-ce que c'est une manière de montrer, de dire au lecteur, de tester la crédibilité du lecteur et de comment... C'est pas, là, je suis coutumier du fait, parce que j'avais écrit un précédent roman qui ressemble un peu à celui-là, sur le mensonge, enfin sur l'illusion, qui s'appelait Le Jardin du Bossu. Et Le Jardin du Bossu, beaucoup de lecteurs ont cru que c'était un dialogue entre deux personnages. Entre eux, je ne me souviens plus comment ils s'appelaient, mais enfin, il y en a un qui kidnappe et l'autre qui est kidnappé. Et donc, c'est une espèce de confrontation entre les deux. Or, pendant les 50 premières pages, à plusieurs reprises, j'explique au lecteur que je suis en train de le tromper. Que tout ce qui va être dit est conçu pour le tromper. Et tout le monde marche. Et en fait, le roman était construit simplement comme une espèce d'épreuve entre le lecteur et moi. Où je lui dis tout le temps, je suis en train de te tromper, de te leurrer, d'essayer de te faire partager mes illusions.
et tu vas me croire, et pourtant je te dis de ne pas me croire. Et il me croit quand même. Et ça, c'est la magie du roman. C'est comme ça qu'il y a une forme de manipulation aussi. Emma Jésus Monroe manipule tout le monde. Parce qu'il joue la comédie sans arrêt. Il est toujours en représentation. Alors, toute l'histoire, aux nombreux rebondissements de Majesio, elle nous est contée avec une certaine truculence et un ton décalé, extrêmement plaisant. Comment est-ce qu'on construit un tel style littéraire ? Ça, je ne sais pas, parce que je crois que j'ai toujours écrit comme ça et qu'en fait, je ne m'en rends pas compte. Moi, je ne me fais pas rire. C'est vraiment quand les gens me disent, les lecteurs dans les librairies ou ailleurs, ou m'écrivent qu'ils se sont bien marrés, que je me dis que c'est marrant. Sinon, j'écris ça très sérieusement, parce que dans la vie, je vois les choses comme ça. Je les vois de cette façon-là. Et donc, je les écris le plus sérieusement possible. Et puis, il y a aussi un peu l'esprit ardennais qui est à l'extrême est, comme le Finistère, et à l'extrême ouest. Donc, c'est des pays d'excès, forcément. C'est des pays, là, dans les Ardennes, c'est quand même assez pauvre. Et donc, la seule richesse véritable, c'était le langage. Et donc, les gens, comme dans tous les pays pauvres, les grands écrivains de langue anglaise, c'est les Irlandais. Parce que les Irlandais étaient plus pauvres que les Anglais, donc ils écrivaient mieux. C'est mathématique, ça. Et les gens font de toutes sortes de petits détails, de petites choses de rien du tout, des épopées. Ils ne sont jamais sortis, ils sont tellement peu sortis de Nouzonville où j'habite que le CNRS est venu étudier ça. Alors les gens disent c'est parce que ça s'appelle Nouzon. Nouzon, alors c'est nous avons, on a tout ce qu'il nous faut, donc on n'a pas besoin d'aller ailleurs. C'est Nouzon. Et les gens ne sortent pas. Et alors, ils vont marcher à Charleville, à 5 km, et tout de suite, c'est Alexandre le Grand, la traversée du désert par les Hébreux. Enfin, ça devient une histoire formidable. Alors, cet amour du mot et du langage, on le sent quand on vous entend parler, on sent également un plaisir de l'écriture quand on vous lit. Est-ce que, selon vous, le mot est... Enfin, avant le scénario, c'est le mot qui fait l'histoire et qui est à l'origine de l'histoire ? Oui, oui. Oui, c'est exactement ça. Je ne me souviens plus qui a dit ça, mais c'était le peintre Degas qui avait rencontré Mallarmé. Et Degas qui était peintre, il voulait écrire des poèmes, et puis il rencontre Mallarmé et il lui dit comme ça, tu sais, j'aimerais bien écrire des poèmes, mais j'y arrive pas. Pourtant, j'ai plein d'idées. Et Mallarmé lui a répondu, mais on n'écrit pas des poèmes avec des idées, on écrit des poèmes avec des mots. Et donc c'est ça. Donc ouais, c'est le mot qui entraîne l'histoire, même le nom du personnage. Quand j'ai le nom du personnage, en fait, j'ai l'histoire. Enfin, je me laisse aller et puis l'histoire se déroule presque sans intervention de ma part, en tout cas sans réflexion. Alors je pense qu'il faut écrire bêtement. Il faut être bête pour écrire, le plus bête possible, parce que si on a juste un tout petit peu d'intelligence, ça veut dire qu'on a un tout petit peu d'esprit critique et on se dit mais qu'est-ce que je suis en train d'écrire, quoi. Et on ne va pas jusqu'au bout.